Oh mec, j'ai appris un truc, faut trop que je te... Garde-le pour le podcast. Le podcast? Mais oui, le café des curiosités. Ah, le podcast qui parle de biologie. Dans ce second épisode du Café des Curiosités, Luca et Nico se retrouvent sur un banc en face d'un champ pour parler de la relation entre la lumière et la vie. Alright, Ça tourne? ça tourne. Ok. Nice. Donc les politesses. Ouais, les politesses, je crois. Salut Nico, ça va? Ça va Lucas? Moi ça va bien, ouais. Aujourd'hui, on parle de la lumière et la vie, Wesh. avec plein de sous-thèmes. Je sais même plus lesquels c'était, mais il y en avait plein. Je connais le mien. Moi aussi, je connais le mien. C'est là mon Donc, début. c'est ce qu'il faut. Mais en gros, la lumière et la vie. C'est Et pas mal. je pense que je vais commencer avec le mien directement parce que, comme je t'ai dit, je t'ai préparé une petite une semi-intro Ouais, moi je veux bien écouter. Hein. pour partir dans le sujet de la lumière. Vas-y, balance. Donc, sans te dire tout de suite Ton sujet. mon sujet, je vais partir sur la lumière. Mhm. C'est quoi? Donc, la lumière, entre autres, ce qui est assez drôle, c'est une onde. Je Oui. trouve ça drôle parce qu'on peut dire, entre autres, c'est une onde. Parce que, voilà, il y a toute l'histoire de c'est un corpuscule aussi. Ah c'est ouais, une onde en même la temps. dualité. Donc, voilà, Ouais, je vois. dualité, corpuscule, machin, blabla. Mhm. Mais là, aujourd'hui, on s'intéresse côté onde. Et Ouais. puis, du coup, sa relation avec la vie. Et puis, comment est-ce que la vie utilise la lumière? Mhm. Donc, en gros, quand la vie s'est un peu développée, son but, c'est de se reproduire, voilà. Mais pour ça, il faut qu'elle sente son environnement, qu'elle sache un peu où est-ce qu'elle est, Ouais. pour un peu prévoir comment réagir, etc. Et du coup, la lumière, évoluer une perception de la lumière, c'est utile pour percevoir son environnement et anticiper tout ça. C'est vrai que c'est pratique. Donc, pour moi, c'est une bonne raison d'évoluer des organes qui voient la lumière. Oui. Voilà. Et par exemple, voilà, il y a des yeux qui se développent, qui évoluent, Mhm. et d'autres manières de percevoir la lumière, juste avec des protéines, par exemple, chez les plantes, etc. Mais chez nous, si on prend notre cas, Ouais. du coup, avec nos yeux, ce qu'on voit, c'est la lumière, Mhm. mais on la voit, enfin, on voit pas toute la lumière qui existe. Oui. Donc, par exemple, nos yeux, ils sont à l'intérieur, il y a la rétine, et puis il y a des cônes et des bâtonnets. Et puis, Ouais. en gros, ils nous permettent de voir de la lumière, mais seulement celle qui a une longueur d'onde entre 400 et 700 en gros. Mhm. Donc 400 qui équivaut à... 400 nanomètres de longueur d'onde Ouais. jusqu'à 700 nanomètres du coup. Du coup 400 ça équivaut à du violet, c'est ça hein? 400, c'est dans les bleus-violets exactement. Mhm. Et au-delà, du coup, c'est ultraviolet. Et dans l'autre sens, ça va faire rouge et... Ouais, non, c'est oui, rouge, et ouais. infrarouge. Ouais, et infrarouge, 700 c'est exactement. rouge, ouais. Et justement, parce que la lumière qui est de plus petite longueur d'onde, en fait, ça veut dire qu'elle est plus énergétique parce qu'elle va, en gros, elle fait plus rapidement un cycle de son onde, en fait. Ouais. De son pic à son pic du bas, de son Mhm. pic du haut. Donc, elle a plus d'énergie vu que cette taille est réduite. Et en gros, voilà. Donc, nous, on voit que cette partie-là. Et donc, tu imagines bien que mon thème à moi, c'était qu'est-ce qui se passe au-delà de cette partie-là qu'on ne voit pas? Ok. Parce que nous, en tant qu'humains, on a cette habitude de se dire, ok, en fait, on est hyper intelligent, on voit plein de choses. En fait, on voit le monde en entier, mais Mhm. pas du tout. En Non, fait, non, on a non. vraiment un truc tellement restreint de la lumière. Et donc, moi, je vais te parler de tout ce qu'il y a autour. Ok, ouais. Et déjà, premier fun fact, normalement, on ne voit pas au-delà de l'infrarouge ni de l'UV. Mhm. Mais en fait, certaines personnes, oui. Certaines personnes. Premier Enfin, fun fact. certains humains ou certaines personnes dans le sens certaines espèces. Certains humains, vraiment. Parce que là, je parle de nous, parce qu'en Ok, fait, ouais. tu verras après, je te le dirai, je pense que tu le sais déjà, que certains animaux voient plus Oui. que ce que nous on voit, parce qu'on n'a pas tous les mêmes yeux, on Mhm. est bien d'accord. On n'a pas tous des yeux déjà de base. C'est une bonne différence. Ouais. Mais du coup, voilà, certains humains voient les UV. Ah bon? Et oui, et là tu te dis, waouh, c'est trop stylé, en fait, c'est des surhumains, ils ont une super vision. Alors, je vais C'est- casser c'est le pas si délire ouf, tout de suite, parce qu'en gros, on a un truc qui s'appelle la lentille au niveau de Mhm. l'œil. Et Ok. c'est la partie un peu extérieure qui fait en sorte que ça fasse un peu la mise au point, si on veut. Ok. Genre, elle permet un peu la mise au point et surtout, elle bloque les UV. Juste pour la précision anatomique, en français, la lentille s'appelle le cristallin. Ok. Pour éviter de perdre ton œil en fait. Sauf que le truc, c'est qu'il y a des animaux qui voient des UV. Mhm. Donc, en fait, tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'on bloque les UV? Bon, il y a sûrement une raison, mais c'est pas forcément aussi simple que juste c'est un peu trop énergétique, parce qu'il y a quand même des animaux C'est vrai, qui ont réussi. Mais nous, on a ça qui bloque. Je pense que c'est quand même une histoire de protection. Mais du coup, imagine, pour une raison ou pour une autre, tu l'as pas. Donc, par exemple, tu nais sans ça, Mhm. ou alors on te l'enlève pour des régions chirurgicales que, voilà, il fallait, Ouais. médicales. Tu n'as plus le bloqueur d'UV.
vois les UV. En fait, les UV rentrent et ils excitent certains cônes que tu as déjà. Qui sont en fait, bon, pas tous les UV parce qu'en fait, tes cônes, ils ont une espèce de plage de réception. Ouais. Ils ne reçoivent pas tout, mais il y a un bout où ils peuvent recevoir des UV. Donc ces personnes-là voient les UV, Ok. mais ils ne les voient pas comme une différente couleur parce qu'en fait, on n'a que 3 cônes différents. Ouais. Et du coup, ça veut dire que ce n'est pas une couleur différente, mais c'est un bleu, si on veut, un bleu, quoi. Donc Un bleu qui va vers le blanc un peu. Donc vu que c'est quand même proche du bleu, enfin l'ultraviolet est proche du bleu, c'est Ouais. pour ça qu'on le perçoit comme ça, tu penses? Oui, c'est ça. Ok, Parce ouais. que c'est les bâtonnets qui, de base, voient le... Bleus qui sont excités. Enfin, disons, ils voient le bleu. Ils voient de la lumière qui est interprétée par notre Ouais. cerveau comme du bleu. Et donc là, si elle détecte de la lumière ici, bah, ce sera en gros du bleu. Ok. Du bleu un peu plus foncé ou plus blanc. Ok. Et ça, c'est très cool. Tu dis, mais attends, mais what il voit tout en fait. Ouais. Mais comme j'ai dit, en fait, ça a une autre utilité, la lentille. Tu vois, Ouais. tu vois flou en fait. Si tu, pas, tu vois juste flou. Tu vois les UV, mais tu vois flou. les UV aussi. C'est vraiment genre l'exemple parfait de genre si tu as un peu trop envie de trucs, si tu cheats un peu trop la ça nature, marche pas tout le temps. tu te dis non, bah, tu vas voir les UV, mais tu vas rien voir. Mais du coup, tu sais si ces personnes, genre, elles peuvent quand même porter des lunettes ou quelque chose pour pas voir flou? Ou Je c'est- crois qu'il y a, oui, des prescriptions, des trucs, des lumières un peu faites pour. Ok. Mais à mon avis, c'est un peu compliqué, mais il me Mhm. semble que ça existe. Ok, ouais. Mais je pense que c'est un peu compliqué et c'est tellement un désavantage que c'est pas un truc que genre en mode on se dirait, mais alors go, tout le monde enlever sa lentille et mettre des Ouais, lunettes et après ouais, on voit bien les sûr, UV, bien quoi. sûr. Je pense que c'est vraiment, d'ailleurs c'est plutôt une maladie à la base. Quoi. Ouais, c'est quand même pas ouf. C'est pas super cool. Non. Donc voilà, premier fun fact, Ok. certaines personnes sont des surhumains. Mhm. Maintenant, je voulais partir sur, à la base, sur l'infrarouge. Ouais. Donc tout ce qui est longueur d'onde moins énergétique vers le rouge et au-delà. Mhm. Et donc, l'infrarouge. En fait, d'habitude, l'infrarouge, c'est tout ce qui est émis par des corps qui sont chauds, Ouais. par exemple. Et ça explique pourquoi certains animaux voient dans l'infrarouge. Parce qu'en fait, je pense qu'on en a déjà un peu tous entendu parler que voilà, des serpents, par exemple, voient les infrarouges ou certains animaux voient les infrarouges. Mhm. Et en fait, c'est hyper utile parce que si tu imagines être dans un champ avec plein d'autres herbes et en gros visibilité normale, tu vois pas grand chose parce Mhm. qu'il y a de l'herbe devant. Ouais. Mais si tu peux voir en guillemets la chaleur, Ouais, les animaux. gros guillemets, la ouais, chaleur ouais. émise par ta proie, Mhm. bah, en fait tu peux la voir à travers plusieurs herbes et Ouais. puis tu peux aller vers elle, la suivre, etc. Donc ça c'est hyper utile. Donc Extra en termes fort. d'évolution, ça a une bonne raison d'exister. Mhm. Et ça existe vraiment chez beaucoup d'animaux. Ouais. Donc voilà. Et là j'aimerais te parler d'une expérience que certains scientifiques ont réussi à faire. Mhm. Ils ont enlevé la rétine, ils ont vu l'infrarouge. Non, non. Mais après, j'ai un truc un peu dans ce délire Dans ce truc, ouais. que je vais peut-être te demander. Mais une expérience sur les souris, Ok. où en gros, les scientifiques ont réussi à faire voir l'infrarouge aux souris. Dans Ok. l'idée, dans le contexte que les souris ne voient pas normalement cette lumière-là. Sinon, c'est un peu trop Mhm. facile. Ouais, bien sûr. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit, OK, on a ces cônes-là qui détectent de la lumière. Imaginons, on invente, entre guillemets, on trouve une protéine qui est excitée par l'infrarouge. Mhm. Si cette protéine, on la fait être collée au cône qui détecte le rouge, disons par exemple, Ouais. bah, en fait, quand tu auras de l'infrarouge, ça va exciter la première Ok, ouais. protéine qui va exciter le cône, Mhm. qui va faire comprendre au cerveau que ah bah il y a un truc ici. Mhm. Genre je le détecte. Donc ce qu'ils se sont dit, c'est que bah incroyable, on trouve cette protéine et en fait ils ont réussi à faire ça. Ok. Et donc ils ont injecté ça, je crois que c'était directement dans les yeux, c'était un peu barbare, mais Ok, voilà, ouais. en gros, ils ont injecté ça dans les souris Mhm. et ils ont remarqué qu'elles voyaient vraiment l'infrarouge. Et comment ils ont marqué? Comment ils ont remarqué? Parce que ça c'est difficile, parce que tu Ouais. dis ok peut-être ça marche, mais Mhm. comment est-ce que tu sais qu'une souris voit l'infrarouge? Déjà tu dois produire de l'infrarouge que tu sais qui est là, Ouais. et ensuite voir si elle réussit. Et en gros, ce qu'ils ont fait, c'était, bon, ils ont fait plein d'expériences. Le truc le plus, je crois, concluant, c'était un espèce de, c'est pas vraiment un labyrinthe, mais il y a une pièce remplie d'eau et que, comme c'était rempli d'eau, un côté il y avait une plateforme qui permettait aux souris de se poser et pas avoir besoin de nager tout le temps, Ouais. et un côté où il y avait rien. Mhm. Et en gros, ils ont réussi à faire associer aux souris le côté où il y avait une plateforme avec une image qui projetait en infrarouge. Ah. Donc, l'image était censée être invisible si tu ne vois pas l'infrarouge. Et il la mettait à chaque fois en même temps que la plateforme que les souris allaient chercher Mhm. parce qu'en fait c'était clairement plus utile pour elles pouvaient se reposer. Ouais. Et donc ils leur ont fait apprendre Mhm. cette association. Ouais. Et après ils voyaient que les souris qui avaient cette injection protéine infrarouge, Mhm.
aller directement du bon côté parce qu'elles avaient associé le pattern qui était affiché en infrarouge. Alors que les autres qui n'avaient pas l'injection, c'était un peu aléatoire, quoi. Ouais. Donc ils ont fait aussi d'autres expériences, mais en gros, elles le voient. Maintenant, comme j'ai dit, on n'a pas créé des nouveaux cônes, donc c'est pas une nouvelle couleur, un nouveau monde, mais tu peux quand même le percevoir et ça peut être quand même hyper utile. En gros, ça excite des cônes qui existaient déjà, quoi. C'est ça. Maintenant, ce que je me demande, c'est, imagine, tu as une couleur qui de base est rouge et dessus, tu as de l'infrarouge proche. Comment est-ce que ton cerveau peut différencier les deux si c'est le même cône qui est excité, tu vois? C'est vrai. Parce que si c'est du bleu et du rouge, et du bleu et de l'infrarouge, c'est deux cônes différents, tu vois, donc tu peux faire la différence. Dans le sens, par exemple, si t'as par exemple quelqu'un qui a chauffé une boule de plastique bleue, bah du coup c'est bleu, mais vu que c'est chaud, ça apparaît rouge. C'est ça que tu dis? Parce que vu que c'est le sel chaud qui dégage de l'infrarouge, du coup c'est un truc de couleur bleue que du coup tu es censé percevoir en bleu, mais qui est chaud et donc apparaît dans l'infrarouge. Ça fait qu'il voit les deux en fait. Ouais, mais ça, à la limite, je trouve que c'est encore pas trop un problème parce que nous, toutes les couleurs qu'on voit, c'est jamais une couleur pure, c'est toujours des mélanges, tu vois. Donc en fait, tu interprètes les mélanges comme une couleur spécifique à chaque fois. Donc ça va encore. Mais quand c'est deux trucs qui sont reconnus par le même cône, parce que justement, on a plusieurs cônes différents qui reconnaissent plusieurs longueurs différentes, donc là, tu fais un mix. Mais quand c'est le même cône, comment est-ce que tu différencies entre quelque chose d'infrarouge et rouge si c'est genre le même cône qui est excité, tu vois? Genre, c'est en mode, il y a du rouge et de l'infrarouge, mec. Il y a du rouge et de l'infrarouge. Comment est-ce que tu différencies, à part peut-être l'intensité de la lumière? Je sais pas. C'est une question qu'un peu que je me pose, mais voilà. Et donc, ça, c'est pour l'expérience de la souris. Je peux donner d'autres exemples d'animaux qui voient l'infrarouge. Il y a le poisson rouge aussi, qui est assez connu, en fait, apparemment, j'ai découvert. En faisant mes recherches. Il y a pas mal de recherches là-dessus. Donc, si vous voulez checker, maintenant vous savez. Voilà, vous avez l'info. On donne. Voilà, ce sera ma dernière info avant de passer à l'UV. Donc, tu fais les deux côtés. Exactement, parce que c'est vraiment important. Donc l'UV, c'est, comme on a dit, quelque chose de très énergétique et qui d'habitude est plutôt nocif parce que quand l'UV arrive sur notre ADN, c'est tellement énergétique que ça donne l'énergie nécessaire pour faire une réaction qui de base n'arriverait pas, et cette réaction change carrément nos bases qui composent notre séquence d'ADN en d'autres bases. En gros. Donc ça mute ton ADN, quoi. Ça mute ta séquence d'ADN et après ton génome est différent, quoi. Donc ça, normalement, c'est plutôt négatif, mais ça peut être utile parce que ça reste de la lumière, quoi. Et c'est pas forcément toujours hyper énergétique au point où tu vas mourir parce qu'il y a quand même un spectre assez grand d'UV, en fait. Il y a même 3 catégories, UVA, B et C, suivant leur longueur d'onde. De mes souvenirs, l'UVA, justement, il n'est pas dangereux, je crois. Oui, c'est l'UVB-C qui peuvent altérer ton génome, je crois. Ouais, à partir de UVB, ça commence à être un peu problématique. C'est ça, tu vas... Wow, fausse info. Tous les UV sont très dangereux. L'UVC est bloqué par l'ozone dans l'atmosphère et n'atteint pas la surface de la Terre, alors vous n'avez pas trop besoin de vous inquiéter d'eux, mais assurez-vous bien que votre crème solaire protège contre les UVA et les UVB, parce que ceux-là sont bien présents et dangereux pour votre ADN. En gros. Et donc ça, c'est les côtés négatifs, mais il y a quand même des utilités. Des animaux voient les UV aussi, donc ils voient l'infrarouge et aussi les UV certains. Donc là, j'ai trouvé un exemple assez, je trouvais sympa, les rennes. Les rennes. Ah, les rennes. Les rennes, les animaux. Avec les cornes et tout. Bah, eux, ils arrivent à voir les UV parce que ça leur est hyper utile. Par exemple, quand ils ont migré il y a 10 000 ans sur des côtés où il y a des endroits où il y avait beaucoup de neige, en gros, ils pouvaient ceux qui avaient cette capacité de voir les UV pouvaient distinguer entre la neige et d'autres trucs. Par exemple, la neige, elle reflète beaucoup les UV, alors qu'un endroit où il y a moins de neige, je sais pas, une forêt un peu qui est cachée, tu vois pas trop à distance, mais tu vois qu'elle est plus sombre en UV parce qu'il y a moins de neige qui reflète les UV, par exemple. Donc ça, c'était utile. Et ils l'utilisent typiquement pour trouver du lichen. En fait, parce que le lichen, bah voilà, ils peuvent le voir en UV et puis ils le voient un peu mieux grâce à cette capacité. Donc, pour manger, je suppose. Typiquement, pour manger, c'est une bonne raison d'évoluer un truc pas mal. dans la vie. Et puis, il y a aussi pour détecter si des prédateurs sont proches, parce qu'ils peuvent beaucoup mieux différencier s'il y a une urine de prédateur qui est sur de la neige, par exemple. Grâce à juste la réflexion avec les UV. C'est comme quand on va dans un hôtel et qu'on passe une lampe UV, ça peut être dégueulasse.
Ouais, tu détectes pas mal de Mhm. contrastes que tu voyais pas sinon. Ouais, ok. Donc Ok. voilà, les rennes par exemple ont cette vision. De nouveau, il y a plein d'exemples. Il y a chez les oiseaux, chez les poissons aussi. Et peut-être, mais ça il me semble que c'est pas très clair parce que le seul article que j'ai trouvé, il disait peut-être. Donc Mhm. si dans le titre c'est écrit peut-être, c'est que c'est pas C'est super. peut-être. Mais il y a des espèces de preuves qui tendraient à dire que les chats et les chiens voient plutôt un peu dans les UV. Ok, Donc ça, ce serait intéressant. Et deux, trois fun facts avant de passer aux questions. j'écoute, balance. C'est les utilités, mais un peu biologiques générales, disons, Mhm. des UV. Comme on a vu, c'est très nocif si c'est hyper énergétique Ouais. et si ça va direct dans l'ADN. Donc tu peux utiliser pour, par exemple, faire des désinfections de surface, de liquide. Ah ouais, Tu ouais, peux ouais. juste lancer des UV sur un liquide Ça et tue tout. tuer toutes les bactéries qu'il y avait dedans, en gros. Mais tu sais, comme les antibiotiques qui sont super bien, tu le prends, bam, ça tue toutes les bactéries. Mhm. On est d'accord qu'il y a très vite un problème de. Imagine, il y en a un qui meurt pas à cause de ça, qui Ouais. est résistant. Ouais, ouais. On fait quoi? C'est la sauce. Et c'est la sauce. Donc là, je me suis posé cette question directement. J'ai vu, j'étais en mode, ah, c'est trop cool, tu peux désinfecter des trucs, c'est hyper clean, Ouais. tu utilises de la lumière, c'est hyper pratique. Bah, en fait, il y a des papiers qui montrent qu'il y a des bactéries qui sont déjà résistantes. Et en réalité, en fait, il n'y avait même pas besoin de poser ces questions. Si tu regardes dans un environnement où il y a beaucoup de soleil toute la journée, tous les jours, toute Ouais, c'est l'année, sûr qu'au bout d'un moment. s'il y a des bactéries, elles sont résistantes parce Mhm. qu'elles ont pu voilà, Ouais. survivre à ça. Mhm. Mais aussi, il y a des endroits où elles ne sont pas censées être là. Par exemple, dans des hôpitaux, il y a des endroits où ils utilisent beaucoup des UV pour faire de l'imagerie, des trucs comme ça. Mhm. Et tu dirais, bah, si c'est utilisé souvent, bah, ils devraient être mortes, les bactéries, mais en fait, pas tant que ça. Ok, Et ouais. d'ailleurs, elles ne sont pas tant que ça différentes des endroits où il n'y a pas d'UV. C'est un peu choquant. Je pense que c'est vraiment, il y a une habituation, une résistance qui se fait assez rapidement Ok, ouais. et qui est très sérieuse. Mais en termes de, je pense, de sécurité pure, on peut au moins se rassurer sur le fait que, comme les antibiotiques ou les médicaments, par exemple, contre le sida, Mhm. si tu vises plusieurs endroits différents dans la bactérie, donc tu vises pas seulement une protéine, ou tu vises pas seulement l'ADN, ou tu vises pas seulement un truc, si tu vises plein de trucs en même temps, Mhm. ben, une bactérie a moins de chances d'avoir par hasard une résistance aux trois trucs, Ouais. par exemple, que tu vises. Par hasard, elle peut avoir une résistance à un. Si tu vises sur un, bah là, ça a des Mhm. chances. Mais si tu vises plein de trucs en même temps, c'est quand même très rare. Ouais. Et là, par exemple, il disait que ça, c'est un peu notre côté où on peut se rassurer. Ouais. Si tu utilises de l'UVA, B et C, par exemple, en même temps, Mhm. ils vont pas faire les mêmes effets, vu qu'ils sont pas les mêmes types d'énergie. Mhm. Par exemple, ça va attaquer l'ADN, mais ça peut attaquer aussi d'autres protéines, ça peut dégrader plein de choses différentes. Ok, ouais. Et si ça attaque tout en même temps, bah, tu n'as juste Ouais, aucune ok, chance c'est bon. d'être résistant à tout par hasard. Du coup, justement, c'est les 3 UV différents qu'on utilise quand on désinfecte des choses. Ça, je sais pas exactement. Je pense qu'ils utilisent au moins un ou deux, Mhm. parce que sinon, je trouvais que ce serait un peu stupide. Oui. Mais en tout cas, pour moi, ce serait le meilleur moyen, j'imagine, de faire ça. Mais Ok, à mon ouais. avis, C'est peut-être un. mais ça, c'est un truc clairement à chercher. Ouais. Et dernier petit fun fact, c'est que c'est aussi utile pour, pas cette fois les tuer, mais Mhm. détecter des agents biologiques néfastes, disons. Comment ça? Par exemple, si dans une pièce, tu as des aérosols, donc Ok. des fines particules d'eau qui flottent, Mhm. qui contiennent des trucs que tu n'as pas envie qu'ils soient là, parce qu'ils sont dangereux au niveau de la santé. Ok. Bah, en fait, il y en a certains qui réagissent avec l'UV. Mhm. Et donc, si tu lances des UV dans cette pièce et que tu as une réaction que tu connais, par exemple, je sais que cet agent-là, j'avais vu un article qui parlait de l'anthrax. Ok, ouais. Si je lance des UV sur l'anthrax, je sais qu'il me renvoie exactement cette longueur d'onde-là, Ok. et c'est très spécifique à lui. Mhm. Bah, je sais qu'il est là, du coup, dans Ok, cette ouais. pièce. Si je lance dans les aérosols et que je remarque qu'il y a une réponse pile à l'endroit où j'ai l'habitude de voir ça pour l'anthrax, bah, je sais qu'il y en a. Et donc, je pourrais nettoyer la pièce. Ce que j'aurais pas pu faire, ce que j'aurais pas pu Ouais. savoir, en fait, si j'avais pas lancé les UV à la base, quoi. Donc, ça, c'est utile pour, par exemple, détecter des choses. Ok, ouais. Dernier fun fact. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Bon, ouais, très, très stylé, ouais. Je m'arrête là. Je te Bon, bah, propose de passer directement aux questions. Vas-y, je t'écoute. Et puis, ma première, ça va être, Mhm. donc, on a vu que des animaux détectaient l'infrarouge et les UV, etc. Ouais. J'ai été un peu méchant parce que là, j'ai inclus que les animaux. Ouais. Les animaux, c'est pas tout ce qu'il y a sur Terre. Voilà, il y a Non, pas beaucoup trop, il y d'organismes. a plein de trucs. Et un autre truc qui est très cool, je trouve, en tout cas, c'est les plantes. Ouais. Et à ton avis, est-ce que tout ce qui est hors du spectre visible Mhm. est utilisé par les plantes?
Ça, c'est la première question. Ouais. En fait, c'est même pas la vraie question. Si tu veux, c'est l'introduction à la question. Donc la question c'est est-ce qu'elles peuvent détecter autre que la lumière visible? Ouais, à ton avis. Je pense Premièrement. que ouais. C'est une Oui. chance sur deux. Déjà, oui. Déjà, je pense que voilà. En effet. Parce que pourquoi tu n'utiliserais pas ces sources d'informations Mhm. précieuses Mais voilà. surtout, je crois que c'était une plante, mais on avait vu à un moment en cours que tu avais une plante qui avait des gènes genre, qui étaient hyper efficaces à réparer les dégâts causés par l'UV. Du coup, je suppose que elles peuvent détecter quand il y a de l'UV, du coup, ça permet de réparer. Probablement. Je crois qu'il y Là, avait un je truc sais comme pas ça. à quel point c'est lié à la détection, parce que je crois que même chez les humains, Oui, t'as tu as plein des de mécanismes, mais là, c'est de vraiment réparation, spécifique à la destruction par l'UV, Ouais. dans mes Alors, souvenirs. Du peut-être. coup, ouais. Enfin bref. Voilà, J'écoute donc ça, c'est la première intro. Ok, Et ouais. du coup, comment tu expliques, par exemple, si je te dis que, si je te rappelle plutôt que la chlorophylle B, Mhm. qui est en gros la plus grosse chlorophylle qui est utilisée par les plantes pour faire la photosynthèse, Mhm. il y en a d'autres, hein, mais d'habitude c'est ça. Si je te dis qu'elle absorbe pas vraiment dans tout ce qui est autre que le rouge et le bleu, Ok. pourquoi est-ce qu'elle le détecte, la plante? Genre, pourquoi faire? Parce que je veux dire, elle n'a pas des yeux comme nous, la plante, tu vois. Elle Ouais. va pas se dire, ah, ok, un peu plus loin, il y a un prédateur, il faut que je bouge. Elle peut pas bouger, tu vois. Genre, pourquoi est-ce qu'elle le détecterait si, ou en tout cas, pourquoi elle est sensible à cette lumière si elle l'absorbe pas? Donc pourquoi elle est, Comment, pourquoi? donc pourquoi elle est sensible au bleu et au rouge, donc aux deux extrémités du spectre visible? Non, elle est sensible plus loin que ça. Ah! Pourquoi elle détecterait plus loin? C'est vrai que c'est pas très quoi ça pratique, sert? hein. Je tente un truc, ça permet de capter la température extérieure. Intéressant. Parce que vu qu'on a vu que Intéressant. c'était de l'infrarouge, la température, peut-être ça permet de donner des indications Il y quant a à la un lien, température. En vrai, je serais pas étonné s'il y avait S'il y avait un lien. petit truc, mais je t'avoue, moi, ce que j'avais Mhm. préparé par Allez. rapport à la Bah, attention, je question, tente. Hein. bah oui, il faut. C'était plutôt que, imagine-toi, tu es une petite pousse, Mhm. tu commences à sortir de la terre Ouais. et tu fais ta petite photosynthèse. Ouais. C'est quand même utile de savoir quel type de lumière est autour de toi, Ouais. dans le sens où c'est pas la même lumière qu'il y a si tu es seul dans un champ et il n'y a rien autour de toi. Mhm. Et donc tu peux te dire, ah, j'ai pas de compétiteur, je suis tranquille. Et si tu es au milieu d'une forêt, et que là, c'est la grosse l'ombre guerre à cause de tout, ouais. pour la lumière. Mhm. Tu vois. Et donc, elle détecte justement surtout les infrarouges, Ok. parce que la chlorophylle B, du coup, absorbe bien dans le rouge, Mhm. mais Elle dépasse elle descend quand même assez fort, donc elle la pose vraiment pas très bien dans les infrarouges. Donc ça veut dire que s'il y a beaucoup d'infrarouges comparé à un endroit où il devrait avoir autant d'infrarouges que de rouge, c'est un peu une comparaison entre rouge et infrarouge, tu vois. Mhm. Et si elle détecte qu'il y a beaucoup d'infrarouges, elle se dit, ok, ça veut dire qu'il y a peu de rouge, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui absorbent le rouge, Mhm. typiquement des plantes Ok. compétitrices, tu vois. Ok, c'est stylé. Ouais, et ça, je trouve ça très cool, et je pense clairement ça devrait être un sujet d'un autre épisode entier. Les plantes donc qui. Oui. Ah, ok. Et On verra, toute hein. leur capacité est assez folle. Donc ça, c'est la réponse. Et moi, j'ajoute un petit truc que j'ai pas encore trouvé si c'est vrai ou pas. Mais je me demande si, vu qu'elles peuvent détecter, Ouais. elles peuvent détecter donc la qualité de la lumière, non seulement la quantité mais aussi la qualité, bah, est-ce qu'elles peuvent détecter, genre par exemple, cette plante qui est à ma gauche, elle absorbe à peu près comme moi Ok. en termes de chlorophylle, Mhm. ou est-ce qu'elle absorbe un peu différemment? Mais je sais pas à quel point c'est différent vraiment, genre Je pense que au c'est point une où c'est différence détectable, légère. tu vois. Hein. Voilà, je sais pas si c'est détectable, mais si c'était détectable, est-ce qu'elle pourrait reconnaître par exemple, ah ça c'est du coup une plante qui est genre sûrement un clone de moi, parce qu'elle absorbe même chose que moi. Et si je détecte une qualité différente de lumière, ah bah c'est-à-dire que c'est pas la même plante que moi, donc peut-être que Ouais, je vais faire la Je vois ce que tu veux compétition dire. plutôt que me faire la compétition contre moi-même, en gros, entre guillemets. Ouais. Je pense quand même que ça va trop. Je pense pas que c'est évolué de sorte à pouvoir sentir les autres espèces quand même. Ce serait fort, hein, mais je pense qu'il y a d'autres moyens qui te permettent de savoir qu'il y a d'autres espèces autour de toi plutôt que juste la lumière qui te reste. Probablement. Je Et pense. il me semble que j'avais entendu aussi que normalement, on n'a pas encore trop de preuves qui montraient que les plantes réussissaient à reconnaître le genre de la plante qui est à côté. Genre, Ok, ouais. elles sont pas très sensibles à ça, mais disons que c'est pas hein, clair. Ok, dernière, Ouais, je t'écoute. très courte. On a dit que les humains pouvaient détecter les UV sur un coup de chance ou malchance, comme tu peux le voir. Ouais. Est-ce que nous, on peut voir les infrarouges suivant comment? Comment est-ce que oui, non, et si oui, comment? Bah, bien sûr, mec. Bien sûr. Ouais.
Tu pré-shots comme ça, bam. Ouais. Et comment du coup? Bah là, c'est justement là, je tentais 1 sur 2, hein, mais bah, je pense qu'on peut détecter. Je sais pas si tu dis genre si naturellement on pourrait le faire, Mhm. parce qu'on peut le détecter autrement avec des caméras concrètes quoi, Ouais, mais en tant qu'humain, c'est la avec ton triche, hein. corps, avec ton avec corps, ton corps. disons. Ouais, il doit exister peut-être des petits mutants qui te permettent de capter. Mais tout est possible avec le vivant, donc je pense que ouais. C'est un peu la vibe, hein. En vrai, oui. En vrai, Voilà. on peut, mais en fait, c'est pas vraiment genre. En tout cas, on peut pas vraiment le voir comme on voit les couleurs. Mhm. Mais on peut le détecter, ben, en fait, comme tu as dit, c'est la chaleur qui est émise, bah, Mhm. en fait, tu la vois un peu par ta peau, quoi. Ah ouais, dans ce sens-là. Tu, Ok, tu ouais. peux, tu peux voir, on dit ça. Genre là, on est au soleil, on sent qu'il fait chaud quoi. Ouais, je le sens, ouais. Ouais, il fait chaud. Ouais, Hein. ouais, Tu ouais. peux enlever ta veste. Non, mais c'est pire si je l'enlève, je pense que je crame Ah ouais au niveau de la peau, Ok. tu vois. Tu fais attention au micro. Hop là. Hop là. Donc ça, c'est la fin pour moi. C'était ton thème. Alright. Et bah, je propose qu'on passe à ma partie. Je suis prêt. Alright. Donc toi, tu as parlé voilà, de la perception de la lumière, tout ça. Et enfin, du coup, du spectre non visible. Mhm. Bah, en vrai, je vais te suivre un peu et je vais parler des animaux de l'ombre, mais littéralement de l'ombre. Genre De l'ombre. qui vivent pas dans la lumière, quoi. Où il n'y a pas de lumière. Ouais, juste pas de lumière, ouais. Mm. Et je vais t'apprendre un truc, du moins je l'espère. En fait, il y a des espèces qui ne peuvent vivre que dans des grottes, justement sans lumière, ou dans des souterrains, des nappes phréatiques et tout ça. Déjà, je te donne le nom, ça s'appelle des troglobies. Voilà. Est-ce Voilà. que c'est le nom de l'espèce? Non, c'est le nom C'est le nom du des groupe des animaux qui vivent, Ok. enfin qui vivent justement dans des endroits sans lumière. Hmm. Et en fait, chacune de ces espèces, les espèces troglobies, en fait, tu peux trouver une cousine qui ne l'est pas. Par exemple, tu vois la salamandre tachetée. Mhm. Eh ben, tu prends cet animal, tu la déteins à la javel pour qu'il soit rose-gris et tu lui mets des yeux tout petits, genre des points au stylo. Et tu as ce qui s'appelle la salamandre des grottes. Voilà, donc c'est un truc, j'en ai parlé un peu plus tard, mais c'est une sorte d'anguille bizarre avec juste deux points noirs et puis une canine peau rose. Et justement, bah, ça, c'est justement, tu as des cousins un peu qui peuvent venir de. Bah, tu as des espèces sur la Terre qui se retrouvent sous Terre et puis du coup, elles évoluent sous Terre et ça donne juste des cousins chelous. Mhm. Voilà. Et du coup, bah, bien sûr, tu t'en doutes, pour vivre dans ces conditions, il te faut des adaptations. Logique. Oui. Et bah, d'abord, on va parler de la vision. Bah, il n'y a rien, quoi. Enfin, il n'y a pas de lumière. Pas de lumière. Donc, pas trop de vision. Bah, les yeux, en fait, même si des fois, il y a certaines espèces qui ont toujours des yeux, mais ils fonctionnent juste plus. Enfin, normal, hein, parce qu'il n'y a pas de Ouais, lumière, donc quoi. ça ne servira à rien. Et du coup, bah, la majorité sont devenus aveugles, ce qui est logique. Et d'ailleurs, justement, le terme technique de quand tu vois pas, enfin que tu n'as pas d'yeux, s'appelle l'anophtalmie. Voilà, je t'avais dit quelques fois le mot avant. Bah, du coup, l'anophtalmie, je vous le donne, c'est quand vous n'avez pas d'yeux, quoi. Ok. Et en fait, évoluer dans ce sens-là, c'est ce qu'on appelle une évolution régressive. Mm. Parce que du coup, en fait, il y a longtemps, on a eu un ancêtre qui a évolué des yeux. Voilà. C'était des trilobites, ça s'appelle. Quelle idée. Durant l'époque cambrienne. Waouh. Donc c'était il y a Précis. 500 millions d'années. Ça fait un Ok. petit moment. Ouais, quand Et bah même. du coup, nos ancêtres ont évolué justement les yeux. Et ensuite, là, quand une espèce perd quelque chose qu'on a évolué avant, du coup revient à encore plus avant, bah, justement, c'est ce qu'on appelle une évolution régressive. Et en fait, il y a une raison que d'ailleurs on avait vu en cours, je sais pas si tu te rappelles, de pourquoi est-ce que en fait, ça perd la capacité de voir dans le noir. Enfin, genre, pourquoi juste il n'y en a pas certaines qui l'ont encore juste par le hasard. Ouais, il me semble que c'est une histoire de avoir des yeux, c'est coûteux. Mhm. Et si ça t'apporte rien, bah t'as un avantage si t'as des yeux qui sont moins bien, qui te coûtent moins cher, comparé à quelqu'un qui a des yeux qui fonctionnent super bien mais qui servent à rien. C'est ça. Parce que bah, c'est tout à fait ça en fait, ça coûte beaucoup, même au repos. Il y a un papier en 2015 qui est sorti dans Science, où ça parlait en fait justement d'un poisson mexicain, justement anophtalmique, donc sans yeux, qui vit justement dans les grottes. Et en fait, ils ont constaté que quand tu avais un poisson de 1 gramme, en fait, les yeux au repos, ça coûte 15% de ton énergie globale. Ah ouais, au repos. Hein. Ouais, au repos. Donc, c'est vénère. Est-ce que les yeux sont jamais vraiment autre chose qu'au repos? Bah là, ça disait dans le papier, ça disait. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Bah, si tu fermes les yeux, peut-être, c'est au repos, tu vois. Bon, Entre guillemets, tu sais. Mais du coup, bah, ça coûte Mm. cher. Donc, effectivement, si bah, tu perds justement cette faculté, c'est de 1 parce que ça ne sert à rien, et de 2 parce que ça te permet de pouvoir allouer l'énergie que tu n'utilises pas du coup dans les yeux pour autre chose, et donc permettre une meilleure croissance d'autre chose. Ouais. Donc voilà. Donc la première adaptation principale, c'est la vision, mais ensuite il y a aussi la pigmentation.
Parce que justement, les pigments, bah, normalement, en temps normal, sur Terre, ça sert à plusieurs choses. Ça peut permettre le camouflage. Si tu te pigmentes de sorte à ce que tu ressembles à ton environnement, ça évite de te faire prédater. Ça peut aussi donner des indications aux autres individus. Ça permet la sélection sexuelle, comme les pans. Bah, bien sûr, tu vois, ils ont des énormes queues pleines de couleurs. Et aussi, bah, pour la protection contre les rayons du soleil, comme on a vu avant, bah, ça te défonce et du coup, tu as de la peau. Tu as de la mélanine qui teint ta peau pour éviter que ta peau se casse. Enfin, que tu chopes des mutations sur ta peau. Ouais, ça dévie les UV à la place que ça arrive dans tes cellules. C'est ça, sur ouais. la mélanine. Et bah, du coup, vu que ces espèces troglobies, bah, il n'y a pas de lumière, au final, ça sert à rien d'avoir de la pigmentation. Donc bah, pour la plupart, ils On sont les voit pas, dépigmentés. quoi. Ouais, voilà, on voit pas. Donc la plupart sont dépigmentés. Et bah, justement, si je reprends le cas de la salamandre des grottes, bah ouais, du coup, elle est toute pâle, quoi. Enfin, elle est palichonne. Et d'ailleurs, ces espèces, du coup, qui sont dépigmentées, si tu les remets à la lumière, bah, tu en as certaines qui vivent quelques secondes, d'autres qui vivent quelques minutes et certaines qui vivent quelques heures. Parce que du coup, bah, les UV, bah, elles sont plus prêtes et puis pam, elles se font juste. Ah ouais, ça tape, hein. Elles se font taper fort, ouais. Bon, toutes ne meurent pas instantanément. Tu en as certaines même qui se repigmentent légèrement. Donc ça a un peu de variété, mais du coup, c'est vraiment pas fait pour vivre sous la lumière. Ça a été spécifique. Maintenant, on a évolué comme ça et on peut plus vivre dehors. D'ailleurs, je te donne un petit terme technique. Ça, c'est les espèces qui peuvent vivre que dans les endroits sombres, les troglobies. Mais il y a aussi les trogloxènes ou les troglophiles. C'est des espèces qui aiment bien être dans la nuit, mais qui peuvent vivre dehors, comme les chauves-souris par exemple, qui viennent justement dans les cavernes pour se poser, mais ensuite qui vont chasser dehors. Ouais. Voilà. Et du coup, outre la vision et la pigmentation, il y a d'autres adaptations, mais on n'a pas 3 heures, là je voulais juste citer les principales. Mais du coup, dans ces grottes, on y trouve quoi? Enfin, les espèces troglobies, il y a quoi comme espèces troglobies? Et bah, du coup, il y a... Bah, déjà, il n'y a pas de mammifères. Il n'y a aucun mammifère qui ont été trouvés là-dedans, pouvant vivre uniquement dans le noir. Par contre, il y a des poissons, il y a des insectes, des arachnides, des crustacés, et aussi des amphibiens, comme la salamandre des grottes. Et du coup, là c'était la petite introduction sur Troglobie, mais maintenant je vais plus me concentrer sur la salamandre des grottes. Donc, je vais plus spécifier un peu, parce qu'avant j'en ai évité de parler à quoi elle ressemblait. Mais là je vais imager pour que même les gens qui nous écoutent peuvent voir à quoi ça ressemble. Donc, tu imagines une queue de rat, toute rose, pâle, et sans poils, de 30 cm. Tu ajoutes 2 paires de pattes aux extrémités, une tête de triangle avec 2 points noirs qui servent d'yeux. Voilà. Et voilà, tu as ta salamandre des grottes. Bah, ça peut t'aider. Tu vois le mème de Croque-Mou sur TikTok qui danse, bah, tu le teins en rose et c'est ça, quoi. Ouais, c'est un axolote. C'est un axolote un peu, ouais. Un peu moins stylé. Un peu moins stylé. Bah, tu pourras voir, c'est pas très beau. Mais du coup, cette espèce, bah, comme je t'ai dit, c'est une cousine de la salamandre tachetée. Enfin, une cousine des salamandres. Et du coup, bah, elle a effectivement eu des adaptations. Comme on a dit avant, il y a la vision et les pigmentations, mais là, je vais pas y revenir. Là, je vais plus aller sur ce qui est spécifique à justement cette salamandre des grottes, qui d'ailleurs s'appelle aussi la protéanguillard. Mais je trouve ça moins stylé, du coup, on va rester sur salamandre des grottes. Waouh, ouais. Et du coup, est-ce que tu supposes un peu ce que ça a développé pour permettre de se guider? Parce que justement, c'est bien de pouvoir se diriger quand tu n'as pas de lumière. Du coup, tu penses qu'elle a développé quoi pour se guider, cette salamandre? Ouais, c'est vrai que c'est facile de dire les yeux, ils servent à rien, mais maintenant je fais comment? Pour voir. Je sais pas, j'imagine qu'il y a des sons dans l'eau qui sont utiles pour se repérer. Ouais, tu touches un bon truc. Et puis probablement aussi des odeurs, des espèces de je sais pas comment dire, des composés chimiques qui sont volatiles. Je sais pas comment on dit. T'as dans lu l'eau. mon texte en fait. Ah, peut-être. Bon, bah, je vais pas te laisser répondre plus longtemps, sinon tu vas tout spoil. Donc ouais, effectivement, ils peuvent percevoir justement des composés organiques dans l'environnement. C'est ce qu'on appelle des chimiorécepteurs. Justement, c'est des récepteurs qui permettent de capter les molécules organiques ou chimiques. Et ils en ont un très développé d'organes qui permettent ça. C'est l'organe de Jacobson. Et en fait, il existe des gens dans plein d'autres espèces. Justement, les salamandres sur la Terre, elles en possèdent un. C'est juste que du coup, celui de la salamandre des grottes est vraiment obèse. Il est énorme. Et du coup, bah, ça permet justement de mieux capter ça. Et bah, cet organe, il permet de capter des composés organiques produits par d'autres organismes. Et puis bah, aussi, tu as d'autres espèces, même mammifères, qui ont cet organe qui permettent de capter les phéromones, par exemple. Voilà. D'ailleurs, chez l'humain aussi, en fait, on l'a. C'est juste que nous, c'est un vestige. Enfin, genre, il est un peu éclataxe, tu vois. Il n'est pas très développé. Il est nul. Voilà. Et d'ailleurs, bah, en fait, on l'a toujours, mais la plupart des gènes
qui normalement permettent de faire fonctionner correctement cet organe, bah maintenant c'est des pseudogènes. Donc Ouais. du coup c'est des gènes qui fonctionnent plus quoi. Certains disent, en fait c'est encore un terrain un peu débattu, certains disent que l'humain, il y a encore des utilités de cet organe, d'autres qui disent que non. Certains ils disent que chez les femmes enceintes il peut être encore un peu effectif et chez le fœtus au début de l'embryogenèse il fonctionne un peu a priori. Mais voilà, c'est encore très Ok. débattu. Mais Donc voilà. est-ce qu'il y a un lien avec le nez, comment on sent les odeurs? Bah en fait, ouais, il se trouve au niveau du nez, cet organe. Et il est, dans mes souvenirs, si j'ai le schéma à peu près en tête, dans la fosse nasale, il est en bas, je crois. Ok. Voilà. Et puis au-dessus, tu as ce qui permet réellement de détecter. Mais ça, je suis plus sûr, il faudrait vérifier. Mais du coup, ouais, il est dans le nez, quoi, pendant la fosse nasale. Ok. Mhm. Du coup, voilà, donc il y avait la chimioréception qui a été développée par la salamandre, comme tu l'avais très bien spoilé. Maintenant, outre sinon, ces chimiorécepteurs, elle possède aussi des mécanorécepteurs, et justement, dont dans l'oreille interne. Mm. Et ils sont justement très poussés. La salamandre peut capter des fréquences qui peuvent aller de 10 Hz à 15 000, je crois. Du coup, justement, dès qu'il y a un mouvement dans l'eau ou quelque chose qui fait du bruit dans l'eau, elle le capte très très bien. Mm. Et du coup, ça permet en fait de voir quand tu as des particules dans l'eau, ça permet de savoir à peu près où elles sont. Et aussi, il y a en fait les cavités aériennes entre guillemets de la salamandre des grottes. En fait, elles permettent de faire résonner en fait le son qui est relié. Enfin, genre, du coup, ces cavités aériennes sont reliées à l'oreille interne. Et en fait, grâce à ta bouche, tu peux en fait amplifier les sons pour que tu les entendes mieux dans ton oreille. Donc tu ouvres la bouche pour mieux entendre. Ouais, et aussi les poumons, ça marche. Enfin, Ok. voilà, en fait, c'est sa bouche et ses poumons, ça permet d'amplifier le son, en fait. Ok. Voilà. Donc, elles entendent vraiment très bien sous l'eau, en fait. C'est même un de leurs sens les plus forts, c'est l'ouïe, même si elles sont sous l'eau. C'est très étonnant. Et du coup, ça peut aider à trouver les proies. Et finalement, aussi, il y a la salamandre cette salamandre, elle a, au niveau du pif, un organe qui permet de capter les champs magnétiques. Les champs magnétiques, voilà. D'accord. Du coup, dont aussi ceux de la Terre, donc pas seulement ceux produits par les autres organismes, etc., mais ça peut sentir les champs magnétiques de la Terre. Donc en fait, ça fait que de base, en fait, elle a toujours un repère, si tu veux, en permanence, vu que c'est le champ magnétique de la Terre. Ah, une boussole intégrée. C'est un peu ça, ouais. Mm. Du coup, ça permet de te guider, même si tu es genre juste dans l'eau sans avec rien d'autre, tu as toujours un repère grâce justement au champ magnétique de la Terre. Du coup, ouais, la salamandre a développé plusieurs trucs, justement des récepteurs chimiosensoriels, mécanosensoriels, aussi ce champ magnétique qui justement l'aide à se guider quand t'as pas de lumière. Donc c'est plutôt pas mal. Et je me permets une dernière chose sur cette espèce qui est franchement très stylée. En fait, cette espèce, du coup la salamandre des grottes, elle a un trait très intéressant et qui intéresse beaucoup les scientifiques. C'est en fait la longévité. Tu penses qu'elle vit combien de temps au max? Bon, vu que tu me le dis, je vais partir sur les hauts, mais en plus, ça ressemble pas mal à un axolote de ce que tu m'as décrit. Un axolote, c'est pratiquement immortel, non? C'est pas un truc comme ça. Donc, Axel, j'ai pas trop d'infos. bah, vas-y, je vais te dire tranquille, ça peut vivre 100 ans. Ouais, c'est bien, ouais. 102 ans pour plus que ça. En moyenne, ça vit ok. 67 ans, mais ça peut aller jusqu'à 102. Ah, quand même, en moyenne 67, hein, Ouais. c'est pas rien. Sachant que de base, la salamandre tachetée, c'est 20 ans. Donc c'est 5 fois plus. Waouh. C'est pas mal, ouais. Par contre, du coup, ça se reproduit pas souvent, hein. Je crois que ça produit 18 œufs chaque 32 ans, je crois. Wow. Ouais, du coup, c'est lent, quoi. Mais ça marche. Et du coup, les secrets de sa longévité, tu penses c'est quoi? Mais je me demandais justement pourquoi. Parce que tout ce qui est axolote et d'autres il me semble, méduses qui sont en guillemets immortelles, c'est qu'elles peuvent reprogrammer leurs cellules pour redevenir des cellules totipotentes, blablabla. Donc une espèce de capacité de régénération assez folle, quoi. Non. 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 Wow. Bah déjà, en fait, premier élément, c'est qu'elles sont dans un environnement très stable. En fait, il ne se passe pas beaucoup de trucs. Et, Il n'y a pas de piano qui tombe du ciel. il n'y a pas de piano qui tombe du ciel pour t'écraser, non. En fait, c'est très stable. Elle a beaucoup de facilité à éviter la prédation. Et du coup, en fait, elle chasse tranquille et puis il n'y a pas grand-chose qui l'embête. Et en plus de ça, un des éléments qui fait que nous, on a un peu une horloge qui va dire au bout d'un moment, tu es obligé de mourir, c'est la sénescence. Donc c'est le fait que tes cellules, au bout d'un moment, ton ADN, les bouts de l'ADN, des chromosomes, ils se rapetissent. Puis au moment,
c'est juste ça tape dans tes gènes et c'est pas bien. Et en fait, ce bout des chromosomes, ça s'appelle les télomères, merci. Télomère, oui. Voilà, ça s'appelle sûr. les télomères. Et du coup, chez beaucoup d'espèces, ces télomères, ils rétrécissent. Mais chez la salamandre des grottes, c'est juste qu'ils s'agrandissent. Ça grandisse. Ouais. Waouh, c'est cheaté ça. Du coup, ouais, c'est plutôt fort. Donc ça évite justement cette sénescence cellulaire, comme on appelle. Et ça permet de vivre plus longtemps. Mais il y a un désavantage. En fait, ça fait que tes cellules, elles ont beaucoup plus de peine à mourir. Donc ça crée des cellules potentiellement immortelles. Et ça peut mener à des cancers. Cancer. Voilà. Mais pourtant, ça n'arrive pas. En fait, c'est comme le rat taupe. Le râteau. Voilà, c'est comme le rat taupe, où le rat taupe, il est connu pour vivre très longtemps, sachant qu'il a une très petite taille. Normalement, plus une espèce est petite, moins elle vit longtemps. Ouais. Mais là, justement, le rat taupe, ça peut vivre plus de 30 ans. Et en fait, c'est parce qu'elle a développé des gènes qui permettent de survivre, enfin de résister face à cette sénescence cellulaire, enfin face à la mort cellulaire due justement à des télomères qui restent. Et du coup, en fait, la salamandre des grottes, elle fait aussi partie de ce groupe qui, justement, ont reçu des mutations qui font ça permet d'éviter, en fait, cette création de cancer. Voilà. C'était, du coup, ma petite partie sur certaines espèces qui vivaient sans lumière, donc les troglobies. Très intéressant. Qui disent troglobites. Troglobites. Voilà. Et du coup, j'espère que ça t'a plu. Oui, ça m'a plu. Beaucoup. Ah, intéressant. La salamandre des grottes, c'est stylé. Enfin, sur le papier, parce qu'en vrai, c'est pas très stylé. Ouais, Enfin, mais c'est un t'es petit pas, style, t'es mais pas tu vois. censé l'avoir, donc C'est vrai, c'est c'est pas ça vrai. qui est important, tu vois. Mais du coup, je propose qu'on passe à mes questions. Ok. Pov, C'est une Imagine- question pauvre. imagine que tu as un verre plat troglobie. Ok. Combien de temps tiens-tu à la lumière? Quelques secondes, quelques minutes ou quelques heures? Ah, c'est un choix multiple. Un verre plat. On va dire que les verres plats, à la base, ils arrivent aussi bien à vivre sur la terre et du coup, ils peuvent se refaire des pigments. Je veux dire l'option max là. Je sais pas, c'était quelques heures. Quelques heures? Vas-y. Non, au bout de quelques secondes, c'est ciao. Ah. Non, tu pouvais pas savoir, j'ai juste mis ça. Au moins, tu as une information supplémentaire. C'est cool, c'est cool. Ah, sympa, hein? Ok. Ne pas sortir des verres plats du bas des océans, c'est ça? Même si on les trouve mignons, on les récupère Ouais, non, pas. tu évites de les récupérer, c'est possible. Sauf si tu as envie de. En règle générale, c'est pas mal de laisser les animaux. En général, c'est pas mal de laisser tranquille. Mhm. Mais bon. Deuxième question. Pov, Un autre pauvre. imagine tu es une salamandre des grottes, perdue sur une île déserte. De quel objet as-tu le moins besoin? Un briquet, une machette, une boussole, de l'eau, une guitare. Bah, une boussole, c'est sûr, on n'en a pas besoin. Je sais pas. Est-ce qu'elle peut détecter le champ magnétique seulement dans l'eau? Et c'est une question piège. Oh. Non, champ magnétique. Mais genre vraiment sur l'île déserte. Ouais, faut plus s'imaginer, genre, tu vois, Elle est échouée sur la plage un peu. Imagine la salamandre étant en avion, tu vois, et puis l'avion s'est craché et elle s'est retrouvée là. Donc elle est bloquée sur terre. Ouais. Ouais, mais genre, imagine, elle a Il y a une flaque. oui, une flaque. Bah, alors je vais dire que c'est la boussole. Effectivement, c'est la boussole. Let's go. Bravo. Car elle ressent les champs magnétiques, non ceux de la Terre. Parfait. D'ailleurs, quand tu dis dont ceux de la Terre, ça veut dire que. Elle peut capter d'autres champs magnétiques. Tu mets un aimant, elle le sent, elle le vit mal. Bah, après, j'imagine qu'elle peut le sentir, mais est-ce que d'autres animaux produisent des champs magnétiques? Parce que je veux dire, à mon avis, elle doit détecter un truc qui est en guillemets stable pour que ce soit son repère. Il ne faudrait pas qu'à chaque fois qu'il y a un animal qui passe. Mais après, je pense. Ça se trouve, même toi, je me rappelle plus des cours de physique, hein, je suis désolé. Mais, je suis sûr, même toi, tu produis un champ magnétique. Genre, je pense. À vérifier, un warning. Mais je pense qu'on produit des champs magnétiques et du coup, ça permettrait de détecter aussi les choses autour de toi. Mais c'est ma take, on vérifiera. Hot take, franchement, ouais. Hot take. Parce que je me rappelle que des fils électriques, des bobines, blablabla, tout ça, ça peut faire des trucs. Mais des organismes vivants, bah, ce serait intéressant. C'est à vérifier. Mais du coup, voilà. Bon, c'est pas fini. Oh, une dernière question. Voilà.
En se basant sur les postulats de la mécanique quantique et de la neurophysiologie, quel est le processus quantique par lequel les excitations électromagnétiques modulent les conformations des protéines phototransductrices rétiniennes, initiant une cascade biochimique signalisée par des voies enzymatiques complexes, ce qui résulte en une modulation synaptique sélective dans les voies corticales visuelles, facilitant ainsi la représentation spatiale perceptuelle dans un continuum neuronal. Ok, tu peux juste répéter, alors pas toute la question, Juste le début? juste le début avant de partir sur tous les détails. La question de base c'est, En se basant. sans le se basant, Ok. c'est quoi la question? Quelle est, comment, Ah, la question elle est écrite comme ça. Hein. il n'y a pas un comment, il n'y a pas un quel est? Alors, en se basant. Quel est le processus quantique par lequel les excitations électromagnétiques modulent les Ok, conformations... stop. Quel est le processus quantique? Je pense que tu veux parler de, bien sûr, donc des électrons qui viennent interagir avec des protéines, blabla, redox, allez. La perception visuelle. Oh, c'est nul. Mais c'est vraiment ça Mais non, c'est pas possible. C'est écrit là. Oui, mais ta question... ok. Tu veux dire la question plus facile? Oh mon Dieu, il y a tellement de lignes, vous ne voyez pas, mais il y a vraiment 6 lignes de texte. Ah, c'est sa vengeance par rapport à l'épisode d'avant. Quel est le processus quantique? Waouh, mec, c'est bon. Cascade biochimique signalisée par des voies enzymatiques. Des voies enzymatiques? Est-ce que c'est vraiment des enzymes? Oh là là. Modulation synaptique sélective. Bon, ça, ouais. C'est la procession spatiale. Bah oui. Ouais, c'est la perception visuelle. Hein, bien ouais. sûr. Bien évidemment. Bon, t'as pas eu le point, dommage. C'était un super épisode, Lucas. Super épisode, donc, comme on disait. Hein, on va finir sur une jolie note comme ça, d'une belle question qui prouve que la vie, même si elle a l'air compliquée, finalement elle est simple. Ah, c'est ça. C'est vraiment l'inverse. Finalement, on a voulu faire plus court, on n'a pas réussi. Exactement. N'hésitez pas à nous dire à quel point c'est insupportable. Mais aussi, est-ce que faire plus court, ça nous restreindrait pas c'est dans pas un notre peu art. sec, quoi. Voilà. Ouais. Je pense que c'est bien, tu vois, là, on se sent libre. On peut parler tranquille. Exactement. En tout cas, on espère que ça vous a plu. Ouais, c'était un plaisir de parler de ces sujets avec toi. Plaisir Et puis, partagé. Puis bah, on va se retrouver pour le prochain épisode. Salut tout le monde, salut Lucas. Ciao. C'est de nouveau le moment de répondre aux petites questions qui n'ont pas été répondues pendant le podcast. D'abord, Nico avait bien raison, il y a des lunettes qui existent pour corriger la perte du cristallin, mais elles peuvent être peu pratiques et perturber la perception de lignes droites ou de la profondeur. Au lieu des lunettes, il y a aussi des lentilles de contact, mais souvent le cristallin sera juste remplacé pendant une opération par une lentille intraoculaire. Ensuite, pour la théorie assez intéressante de Luca avec la résistante à l'UVC, d'abord, c'est surtout juste l'UVC qui est utilisé pour les infections, pas l'UVA ou l'UVB, parce que l'UVC est le plus énergétique et donc le plus dangereux. Et pendant que la théorie de Luca s'applique bien sûr à la résistance aux antibiotiques, je n'ai pas réussi à trouver de réponse conclusive sur si le phénomène de la résistance aux UV pourrait causer des problèmes dans le futur. Et finalement, oui, le corps humain produit des champs électriques faibles, dus aux signaux électriques de notre battement de cœur ou dans les neurones. Mais ce n'est pas clair si les animaux qui détectent les champs électromagnétiques peuvent aussi détecter ceux spécifiquement produits par les humains. C'est pas une question que les gens se sont beaucoup posées. Il y a des magazines de chasse qui prétendent que oui, et ils vendent des tenues qui sont censées bloquer les ondes produites par notre corps pour éviter que les animaux détectent la présence du chasseur. Mais bon, ils ne renvoient pas à leur source et ça pourrait bien juste être du marketing. Merci d'avoir écouté cet épisode et profitez de votre repas ou de votre vaisselle propre, dépendamment de ce que vous faisiez en écoutant. À la prochaine et restez curieux! Je suis en train de brûler.